Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Charles Brenne, aujourd'hui marin-pêcheur, mais hier chargé du programme pêche au WWF, une ONG environnementale. Bonjour Charles Brenne. En fait, vous avez fait des allers-retours entre votre activité de chasse de pêcheur et votre activité de militant, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous. Mais pour moi, en fait, c'est à peu près les mêmes activités, en fait, parce qu'il n'y a pas de pêche sans un océan en bonne santé. Ouais. Donc, en fait, qu'on soit militant dans une ONG pour une pêche durable ou qu'on agisse au quotidien à la pêche pour essayer de la changer de l'intérieur, pour mettre en avant les bonnes pratiques, pour moi, c'est à peu près, c'est les mêmes, enfin, c'est les deux faces d'une même pièce. Ouais. Donc là, ces dernières années, vous aviez une association qui permettait la rencontre entre des pêcheurs et la société civile, c'est-à-dire les ONG. Voilà. Waskai. J'ai pêché pendant 4 ans, je vais sûrement y retourner cette année ou dans les années qui viennent, mais ces dernières années, je me suis occupé de 2 activités. Donc une association qui s'appelle Pleine Mer, qui est la maison commune entre les écolos et les pêcheurs. Souvent, je trouve que les pêcheurs parlent mal d'écologie et les écologistes ne connaissent pas bien la pêche, donc c'était intéressant de les faire se rencontrer. Ouais. Et l'autre structure, c'est un ami, il s'appelle Charles Gariec, qui a monté une entreprise où il m'a associé, et en fait qui s'appelle Poiscaille, poiscaille.fr, où en fait c'est un système d'AMAP, donc en fait on achète en direct à la petite pêche vertueuse, et on essaye de distribuer ça partout en France sur un système d'abonnement. Ouais. Donc aujourd'hui, les pêcheurs rejoignent un peu le mouvement des agriculteurs. Logique pour vous? Il y a clairement des points communs entre ces deux métiers. Déjà, ces deux métiers importants parce qu'ils nous fournissent l'alimentation dont on a besoin à minima 3 fois par jour. Et je pense qu'il y a aussi un malaise commun sur une reconnaissance souvent délicate. Ils ont l'impression d'être déconsidérés dans la marge du monde. Aujourd'hui, en 2024, souvent, on voit ça un petit peu comme c'est vu comme des métiers un peu préhistoriques, entre guillemets. Il y a souvent une colère de l'incompréhension du monde général envers la pêche ou l'agriculture. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y a des points communs. Et après, il y a des points communs aussi parce qu'ils sont pris en étau entre la volonté des citoyens qui veulent plus d'écologie, plus de bio, plus de pêche durable, et en face, l'agroalimentaire ou l'ultralibéralisme qui veut beaucoup de produits à pas cher. Donc ils sont aussi coincés comme les agriculteurs dans cette double mécanique un peu compliquée à gérer. Et on s'en sort? On arrive à se tirer un revenu décent ou pas quand on est marin-pêcheur? Alors, je pense qu'à la pêche, c'est quand même moins délicat en termes de revenus que pour l'agriculture. Par contre, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas un revenu continu sur l'année. C'est extrêmement compliqué parce qu'on est extrêmement dépendant de la météo, de la présence des poissons. Dès qu'on a une concurrence aussi. Moi, j'ai l'habitude de dire que le matin, on part... un agriculteur a son champ. Nous, on démarre le bateau, notre acteur, mais on va sur le même champ. Voilà. Vous êtes Donc concurrents les uns les autres. On a une concurrence directe et les aléas mécaniques, les aléas de marché font qu'on peut avoir des marées, des semaines ou des mois avec un revenu assez confortable et parfois des traversées du désert de plusieurs semaines. Vous avez fait 4 ans. Est-ce que vous avez tiré un revenu décent de vos 4 années? Alors, moi, j'avais un principe assez délicat, c'est que j'essayais d'être dans une approche minimaliste. Donc, j'avais un tout petit bateau et j'essayais de pêcher peu et de valoriser 20 kilos par jour, max. Voilà, le but, c'était ça, une vingtaine de kilos par jour et de valoriser tout en direct. Ce qui est clairement pas le schéma classique, mais clairement, j'ai réussi à... 3 000 € par mois? Non, clairement pas, mais entre 1 500 et 2 500 € sur l'année. C'était votre objectif, 3 000 €? Le but, c'était 3 000 €. J'y arriverais certainement en y retournant, mais c'était déjà compliqué. Vous étiez à la moitié? J'étais à la moitié, à 2 000 € en moyenne, je pense. Je venais de m'installer, ça n'a pas duré assez longtemps. Il y a vraiment aussi quelque chose qui est un facteur qui est extrêmement important, c'est la connaissance de son milieu. Et plus on commence à connaître là où on pêche, les espèces, les saisons, les cycles, plus on est régulier. Donc en fait, il y a aussi l'expérience qui compte énormément à la pêche. On ne peut pas juste arriver de Paris avec sa casquette écolo en disant « je vais vous montrer comment on pêche ». Non, en fait, ça s'apprend un peu à l'école, mais ça se prend surtout en mer. Qu'est-ce que vous avez appris en étant marin-pêcheur par rapport à ce que vous connaissiez quand vous étiez au WWF? Déjà, j'ai appris l'humilité. Parce que clairement, le premier jour, on démarre un bateau et on part tout seul en mer pour gagner sa croûte. Je pense que c'était pas... Voilà, on n'est pas forcément préparé. Enfin, du moins, moi, je ne l'étais pas forcément. Donc ça, c'est une grande chose. Et ce que j'ai appris, c'est la complexité du métier. Il y a énormément de facteurs qu'on ne maîtrise pas. La mécanique, la météo, les aléas du poisson, les aléas du marché. Donc, complexité que les ONG ne comprennent pas? Alors, les ONG, elles peuvent comprendre certaines. Il n'y a pas les ONG, c'est pas homogène, mais celles qui s'intéressent, ou du moins celles qui ne sont pas contre la pêche, elles peuvent s'intéresser et comprendre quelques trucs. Mais il y a surtout, je trouve, là où j'ai voulu les faire se rencontrer, dans cette maison commune qui est Pleine Mer, c'est les spécificités techniques de la pêche qui sont
ultra différentes d'un port à l'autre, d'un bateau à l'autre. Et toutes ces spécificités techniques, il faut les appréhender en allant en mer, en discutant avec les marins. Elles sont extrêmement complexes. Et ça permet que quand une ONG ou des dirigeants politiques parlent de transition ou comment on va amener la pêche à plus de durabilité, il faut parler techniquement avec les pêcheurs. Sinon, ça reste clairement un vœu pieux et on se met les professionnels à dos qui ne comprennent pas le chemin par lequel on veut les emmener. Est-ce que vous diriez quand même qu'il existe cette séparation entre artisans et flottilles industrielles? Alors, en général, oui. Tous les gros ne sont pas atroces, tous les petits ne sont pas géniaux, mais majoritairement, moi je pense souvent que la grande différence, elle se fait quand le patron du bateau, le capitaine, est aussi le propriétaire. Souvent, en fait, il y a un lien, et ça, c'est souvent les petits... qu'il n'est pas le salarié d'un... Voilà, ouais. Et qu'il n'est pas le salarié, souvent de capitaux. Ouais. Là, en ce moment, c'est notamment les Hollandais en Europe qui sont un peu les grands maîtres du jeu et qui rachètent beaucoup de flottilles, et notamment les grands bateaux, notamment français, parce qu'en fait, c'est leur logique à eux. Eux, ils ont quasiment plus de bateaux de petite taille aux Pays-Bas. Ils sont extrêmement rationnels économiquement. Alors, c'est un choix, c'est pas le mien. Ouais. Et leur but, c'est d'être très efficace économiquement, quitte à vider les ports des petits bateaux, quoi. Ils préfèrent avoir 10 gros bateaux, extrêmement efficaces, ils surgèlent à bord, ils font de l'exportation. Ça ne me parle pas. Par contre, le problème, c'est je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur le même champ. Oui. Et les maquereaux et les harengs que ces bateaux-là pêchent, les petits ne les ont pas. Bon, l'ONG de Bloom, là, qui est vraiment spécialisée sur les océans, vient de faire paraître un rapport qui s'appelle « Changer de cap » et qui dit très clairement qu'il y a une différence entre les industriels, l'approche industrielle et l'approche artisanale, et que c'est, hélas, je ne sais pas, vous voulez me le dire, l'approche industrielle qui bénéficie des fonds de l'Union européenne. Alors, le rapport de Bloom est extrêmement intéressant. Ils ont mis en place 10 indicateurs. Ouais. On en rêvait, je pense tous, de ce rapport, parce qu'il va avoir des indicateurs écolos sur la biodiversité marine, l'impact sur les fonds marins, mais aussi, et ça on le réclamait depuis longtemps, des indicateurs sociaux et économiques. Ouais. On se rend compte que majoritairement, les petites flottilles de moins de 12 mètres sont bien plus efficaces, notamment sur l'emploi, l'environnement et l'économie que les gros bateaux. Donc oui, et on se rend compte effectivement aussi que la masse des subventions directes et indirectes, parce qu'il faut rappeler que la première subvention à la pêche, c'est la détaxe du gasoil. Oui. À la pêche, on ne paye ni TVA, ni TICPE, c'est-à-dire qu'on n'a aucune taxe. On est la seule profession en France à bénéficier de cela. Et forcément, les gros bateaux consommant beaucoup de gasoil, eux ont donc bénéficié d'un avantage fiscal, économique bien plus grand. Donc oui. 1 kilo de pêche par un gros bateau, c'est 50 à 75 centimes d'aide. Alors que pour un bateau de 12 mètres carrés, là, on chute à 30 centimes. Oui, et alors, il y a cet aspect subvention, et un indicateur qui me parle beaucoup, c'est l'emploi. Parce qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut rappeler, on n'est pas en agriculture. La grande différence, c'est que nous, depuis 30 ans, en mer, on sait que le gâteau, il est limité. Ouais. Les humains, sur toute cette belle planète, on a mis tous les moyens du monde pour pêcher, et depuis 93 ou 94, on sait que maximum, le gâteau, il s'élève à 100 millions de tonnes par an. Quoi qu'on mette, on pourrait mettre des plus gros bateaux, on n'arriverait pas à pêcher plus. Donc, nous, on a cette production qui est limitée par nature. Et donc, en face, en tout cas, moi, c'est pour ça que je milite, c'est qu'il faut mettre le maximum d'emplois. Et donc, il faut avoir des bateaux qui vont valoriser et ne pas gâcher ce qu'ils pêchent et valoriser au maximum. Et on se rend compte dans ce rapport et dans ces indicateurs que clairement, la pêche des bateaux de moins de 12 mètres sont bien plus efficaces pour générer de l'emploi. Et moi, ça me parle. Je viens de Plougastel-Daoulas, je vis au bout de la Bretagne. Énormément de ports, on voit leurs petits bateaux fermés. Il y a des criers comme à l'Esconil qui ont fermé. Et moi, je me bats pour l'inverse. J'ai envie que l'économie littorale se redynamise. Et pour ça, il faut mieux répartir les quotas et les droits de pêche pour que ces petits bateaux-là soient plus nombreux. Interdire le droit de pêche au gros à moins de 12 000 des côtes, c'est-à-dire 15 km à peu près. Il y a un sujet... Ça passe ou ça passe pas? Pour l'instant, ça ne passe pas. Nos représentants au niveau européen, notamment ceux de l'équipe de En Marche aujourd'hui, ont voté contre. Ce qu'on voulait, nous, notamment dans la Manche, parce que la Manche est un couloir assez petit, c'est que dans les 12 000, les 25 mètres et plus n'aient pas le droit d'aller pêcher. Concurrence déloyale importante. Ça a été refusé. Autre sujet, c'est... très important, je vous ai dit qu'il y a ce gâteau qui est limité, mais les espèces, elles ne connaissent pas les frontières, elles se baladent. Ouais. Et donc pour moi, toutes les espèces qui, à un moment de l'année, vont aller pas trop loin de la côte et donc seront pêchables par les moins de 12 mètres, je pense qu'il faudrait qu'on les réserve majoritairement pour les petits bateaux, pour qu'on soit efficace économiquement, qu'on ait plus d'emplois et qu'on ait moins de subventions collectives pour avoir le même volume de poissons. Et ça avance ou pas, ça ?
c'est clairement un chemin de croix. Je vais être clair avec vous. Je me suis battu et on s'est battu avec les ONG pour amener ça à la fin des années 2000. Et depuis maintenant une quinzaine d'années et les 10 ans que dure la dernière réforme européenne de la politique des pêches, il y a la PAC que tout le monde connaît pour l'agriculture. Nous, on a une PCP, la politique commune de la pêche. Donc on a réussi, petits pêcheurs et ONG, à inscrire dans la dernière réforme ces critères, cet avantage normalement pour les petits bateaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, la France ne l'a toujours pas appliqué. Mais on continue et on garde la foi. Vous allez repartir marin-pêcheur. Un petit bateau, je suppose. Oui, mon projet, c'est la polyvalence. Mais je pense que comme beaucoup, on réfléchit en termes d'efficacité économique. On veut tenir parce que les aléas environnementaux, les aléas de marché, comme je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est d'avoir un bateau qui a le plus de polyvalence, qui va être résilient. Donc moi, j'ai envie de pêcher la coquille Saint-Jacques l'hiver et divers poissons le reste de l'année pour que si un poisson est mal en point ou s'il y a une maladie sur les coquilles Saint-Jacques, j'ai toujours d'autres trucs pour m'en sortir. Et évidemment, raccourcir les circuits. Donc travailler soit en vente directe, comme mon association promeut une carte interactive que vous trouvez sur le site de Pleine Mer, où vous pouvez trouver les points de vente directs pour les pêcheurs en France, ou une initiative comme Poiscaille, voilà, où on va acheter plus cher des produits bien pêchés. Vous pensez à l'élevage bio ? Alors le gros souci de l'élevage aujourd'hui, en tout cas pour les poissons, il n'y a aucun souci sur les moules et les huîtres qui sont des filtreurs et qui vont juste chercher leurs aliments dans l'eau. Le problème, c'est que sur la plupart des poissons et crevettes, même bio, c'est qu'on leur donne à manger de la farine et de l'huile de poisson qu'on pêche, malheureusement. Donc en fait, ce n'est pas une solution. On va pêcher au Pérou des anchois qu'on va réduire en farine et en huile et qu'on va mettre dans des aliments pour faire pousser du bar, des crevettes ou du saumon. Par exemple, le saumon est une hérésie écologique du fait qu'on lui donne beaucoup à manger de poissons de pêche et qu'on l'élève et que c'est clairement un des premiers produits mangés en France et c'est préférer les produits de la petite pêche. Merci beaucoup Charles Brenne pour vos réponses. Merci à vous. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.